Bienvenue encore cette semaine à Hockey le magazine. Puis je pense que tu as un cadeau pour moi. Tu veux me parler de quelque chose tout à fait. qui vient me chercher en dedans, là? Étant un ancien gardien de but, Danny, oui, tu seras passionné d'apprendre qu'on va parler de jambière de gardien de but au trio hockey cette semaine avec Bruno Gervais. Alors, nul besoin de dire que c'est à ne pas manquer. Absolument. Hey, on va apprendre beaucoup de choses, mais de mon temps, là, on était juste content d'avoir le dernier cri. Maintenant, c'est fait sur mesure. Tout à fait. Tu peux tout avoir, les couleurs, les dimensions, c'est extraordinaire. On est d'ailleurs déjà allé l'année dernière chez Lefebvre, une entreprise de jambières de gardien de but qui en fait des jambières comme ça et qui permet de voir à quel point on peut changer énormément de choses. C'est comme beaucoup de choses dans le hockey. Ça a tellement changé entre 2022 et l'ancienne époque. Ouais, bien, nous, tout à l'heure, on va justement lancer sur les jambières parce qu'avec Katia Hydra, on va te parler du tir-poignet sur la glace. Alors, manquez pas ça. Hockey le magazine vous est présenté par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey, en collaboration avec l'Académie CCM, à fond avec l'Académie CCM et le Captoder, hygiène du sport. Captoder, passe à l'action. On a le plaisir cette semaine de s'entretenir à Hockey le magazine avec le nouveau directeur général de Hockey Québec, M. Jocelyn Thibault, qui est avec nous. Jocelyn, c'est un poste que tu as accepté il y a déjà quelques semaines, en octobre dernier. Alors, ma première question va être toute simple pour toi, c'est de savoir comment tu vas, comment ça s'est passé ces dernières semaines où tu as eu, je suppose, beaucoup de choses à apprendre et à assimiler dans ce nouveau rôle-là. Oui, bien merci, ça va bien. Ça va bien. C'est certain que le rôle d'un directeur général de fédération comme de Hockey Québec, une grosse fédération, c'est un rôle où c'est un poste où tu es extrêmement occupé. Et évidemment, avec tout ce qui se passe présentement, l'arrivée dans un nouveau poste, faire la connaissance de l'équipe en place, évidemment, de connaître l'ensemble des régions, des intervenants à gauche et à droite, à travers le réseau, évidemment que le comité gouvernemental mis sur pied par M. Legault qui est arrivé à travers tout ça, la COVID qui s'est invitée à notre saison de hockey juste avant Noël. Donc, bref, ça fait plus ou moins 2 mois et demi là, que je suis en poste. Mais c'est des moments occupés. Mais j'aime beaucoup ce que je fais et puis c'est très motivant et très dynamique. Jocelyn, ça a dû être une belle nomination pour toi, ce poste-là. Évidemment, on t'a beaucoup connu comme gardien dans la Ligue nationale de hockey, également comme gestionnaire avec le Phoenix de Sherbrooke. Tu as eu la confiance des gens de Hockey Québec et du conseil d'administration. Comment tu as vécu cette nomination-là? On sait que c'est un poste qui était très convoité et on attend aussi beaucoup là, de ce nouveau directeur général-là chez Hockey Québec. Très honoré d'avoir été le choix du conseil d'administration. Il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés au poste, des excellents candidates. Évidemment que moi, tout ce que je pouvais amener, c'est mon background, mon expérience, mes compétences à moi. Et évidemment que j'ai passé à travers un processus très rigoureux avec plusieurs tests là, au niveau du processus. Alors, je comprends que j'ai été la personne qui semblait être la personne de choix pour eux. Alors, je suis très flatté de ça, très honoré. Et encore une fois, les défis sont grands. Mais je me sens vraiment bien épaulé par non seulement mon équipe, mais surtout par le conseil d'administration. Je sens vraiment un sport derrière moi qui est vraiment incroyable, extraordinaire. Puis ça me sécurise beaucoup parce que je suis quand même nouveau, mais je suis un gars d'expérience dans le hockey via différents aspects, oui. Différents aspects, mais ça reste que la fédération comme telle, c'est quelque chose de différent et je me sens très, très bien appuyé. Jocelyn, comme j'en parlais, tu as un passé au niveau du hockey. Pourquoi tu croyais que tu étais rendu à ce stade-là de ta vie d'avoir un poste important comme celui-là? Qu'est-ce qui t'a fait sentir peut-être que c'était le bon moment pour toi pour te lancer dans cette aventure-là? Depuis ma retraite de joueur actif en 2008, j'ai toujours été très intéressé par la business et par le sport. Je me suis impliqué dans plusieurs projets de développement sportif, surtout dans la région de Sherbrooke. Au niveau d'un complexe sportif, au niveau du hockey mineur, j'étais très impliqué dans le coaching, dans la direction technique. J'étais impliqué dans le hockey junior. Encore une fois, j'ai été impliqué dans plein de choses. Alors, j'ai vraiment un intérêt pour la gestion sportive de façon générale, mais surtout pour le développement de notre sport, le développement du hockey. J'ai vraiment touché à plein de choses sans vraiment avoir d'objectif précis. Tu sais, si tu m'avais dit
Si tu m'avais posé la question il y a 4-5 ans, Jocelyn, est-ce que tu aspires à diriger la Fédération d'hockey sur glace un jour? Je te l'aurais dit absolument pas. C'était vraiment pas un objectif. C'était pas un objectif, c'était pas une finalité ou en soi pour moi. Mais de fil en aiguille, les choses sont arrivées. Et puis, j'ai senti que quand l'opportunité s'est présentée, que j'étais rendu là dans ma vie, puis ça faisait vraiment... Ça concordait avec mes intérêts et je suis très heureux. Jocelyn, je prends quelques instants pour te demander si on oublie la pandémie, parce que je veux qu'on sorte un petit peu de la pandémie. Quels sont les grands chantiers, les grands projets que tu vois en tête? Par exemple, dans une entrevue que tu as eue, peut-être avec Hockey Québec, est-ce qu'il y a des choses que tu as fait valoir que tu aimerais mettre en application maintenant que c'est toi qui as eu le poste? Oui, absolument. Bien, en fait, on parle de changer le ton, là, changer l'atmosphère, changer le vibe, changer les attentes un petit peu que les parents ou les gens ont envers notre sport, faire un meilleur travail au niveau de la pédagogie. C'est quoi les attentes qu'on devrait avoir, pour vrai, envers le sport, envers le hockey? Bien évidemment, que mettre en marché notre sport, parce qu'on sait qu'il y a énormément beaucoup moins de joueurs, de joueuses qui jouent au hockey depuis plusieurs années. Donc, bref, il faut mettre un stop, si on peut dire, à l'hémorragie et puis véritablement se remettre notre sport en marché, vraiment aller rechercher à nouveau, aller chercher de nouveaux adeptes, autant au niveau des garçons qu'au niveau des filles. Aussi faire un meilleur travail au niveau des structures, vraiment venir à harmoniser un peu mieux les structures de hockey au Québec. On a une structure de hockey civil, de hockey scolaire. Bref, je te nomme 3-4 des enjeux qui sont importants, mais c'est un travail qui va s'échelonner sur plusieurs années, mais on a déjà commencé à travailler là-dessus. Jocelyn, je te souhaite la meilleure des chances personnellement, puis on est content d'avoir un gars d'expérience dans le hockey comme toi pour avoir pris ce poste-là. Puis merci de nous avoir parlé aujourd'hui à Hockey le Magazine. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. On se retrouve cette semaine chez Collect Édition pour notre question de la semaine avec Pierre. Et Pierre, cette semaine, on parle des gens qui ont peut-être envie de vendre leur collection de cartes. Ils l'ont, comme on dit, dans le grenier depuis longtemps et ils ont décidé de la vendre. Quel conseil tu leur donnerais pour amorcer ce processus de vente? Bien, la première chose, c'est de vraiment bien se renseigner sur ce qu'on a en main. Surtout si on est dans les vieilles cartes. On parle des années 80, 70, 60. Aussi de regarder si c'est des vrais. Il y a beaucoup de fausses Gretzky, des fausses Roy, des fausses Lemieux en circulation. Leurs cartes recrues, évidemment. Il faut vraiment aller voir des experts qui vont pouvoir nous aider, dans le fond, à identifier ces cartes-là. Pour éviter d'avoir une mauvaise surprise lorsqu'on pense qu'une carte vaut telle valeur et de se rendre compte que finalement, c'est une fausse. Oui. Et ça nous amène donc à notre question de la semaine. Et on se demande aujourd'hui, parmi les cartes recrues de Wayne Gretzky que nous avons vues passer en boutique, quel pourcentage de celles-ci étaient des authentiques? Est-ce A, 10 B, 25 C, 40 ou D, 80 La réponse après la pause. On se demandait avant la pause quel pourcentage de cartes recrues de Wayne Gretzky étaient véritablement authentiques. Et la réponse est C, 40 Et ça, Pierre, ça me surprend, 40 Ça veut donc dire que plus de la moitié des cartes recrues de Wayne Gretzky que vous voyez passer en boutique ne sont pas des vrais? Il y a énormément de fausses Gretzky qui sont en circulation, malheureusement. Et comment vous faites pour les repérer, ces cartes-là, justement, et avoir le feeling, pardonnez-moi l'expression, que c'est une fausse carte? C'est la couleur, la façon qu'elles sont coupées. Quand elles sont trop belles, en général, c'est pas bon. Et on parlait justement un peu avant la pause au niveau de vendre sa collection de cartes. Oui. Que tu aurais des conseils en terminant pour ceux qui veulent vendre cette collection-là? Oui, absolument. C'est de se renseigner sur ce qu'on a, évidemment, comme je disais. Les avenues possibles, c'est eBay, Marketplace, Kijiji ou donc visiter une boutique spécialisée. Merci beaucoup, Ça Pierre. fait plaisir. On retrouve le docteur en psychologie du sport, Sylvain Guimond, pour une 4e fois cette saison à Hockey le Magazine. Sylvain, cette semaine, on parle d'un sujet qui a quand même déjà été beaucoup parlé dans les dernières années, les commotions cérébrales, mais il y a encore plein de choses que je veux explorer avec toi à ce sujet-là. D'abord, est-ce que tu penses qu'on sait tout des commotions cérébrales maintenant? Parce que depuis 15 ans, ça a été le sujet dans le sport, pas juste dans le hockey. Est-ce que tu as l'impression que toutes les études ont été faites et que maintenant, on peut prévoir voici ce qui va arriver s'il y a commotion et ainsi de suite? On ne sait pas tout. Puis en science, c'est pratiquement impossible de dire qu'on sait tout, mais on en sait beaucoup plus qu'on en savait. Et surtout, on sait les effets à court terme, à long terme, mais on sait aussi que les commotions doivent être prises au sérieux. À l'époque, on ne le savait pas. Fait qu'on pouvait dire on ne savait pas qu'on ne savait pas, mais là, on ne peut pas dire qu'on ne le sait pas. Là, on le sait maintenant. Et en le sachant, bien, il faut être vraiment prévoyant, essayer de faire en sorte qu'on diminue non pas le fait de seulement dire comment on va traiter une commotion, mais que la commotion
n'arrive pas en premier lieu. C'est le point. Je sais que maintenant, il y a des protocoles par rapport aux commotions. Il y a eu plein de choses où on s'est dit, voici, s'il y a une commotion, ce que vous devez faire. Moi, mon rêve, c'est qu'il y en ait de moins en moins. Puis pour ça, il faut changer un peu, dans certains sports, la culture du sport, pour changer même des règlements, s'il le faut, pour permettre à ce que nos jeunes vont évoluer dans un milieu qui est sécuritaire. Il y a beaucoup d'histoires médiatisées on a parlé dans des nombreux médias sur des joueurs, parfois de 35, 40, 45 ans, il y avait des conséquences. Je veux te demander aussi, parce qu'il y a des jeunes, parfois de 20 ans, qui doivent arrêter leur carrière en raison des commotions cérébrales. Et ça, c'est triste, des rêves brisés, et c'est une vie au complet avec laquelle tu te vois composer avec ça. Ces histoires-là, j'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, on en parle moins un peu par rapport aux gars de 40, 45 ans, puis je veux pas réduire les deux et dire qu'un est moins important que l'autre, là. Tu sais, moi, j'ai eu la chance avec RDS, justement, de faire des capsules de biomécanique pendant les Jeux olympiques. Ouais. Et une des capsules, je traitais justement des commotions cérébrales. Et il faut savoir que le cerveau, il est libre à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc, quand le cerveau va cogner sur la paroi de l'os du crâne, bien, il va avoir il y a un double effet. Souvent, il recule, puis il va frapper des deux côtés. C'est presque, souvent, très souvent, un 2 pour 1. Et ce qu'on sait maintenant de plus en plus, c'est que les commotions, ils sont aussi cumulatives. Et le risque d'une deuxième commotion est beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce que ça devient de plus en plus fragilisé. Donc, lorsque le cerveau a eu une première commotion, bien, il va bouger de plus en plus facilement à l'intérieur de la boîte crânienne et ça augmente les risques. Et non seulement ça augmente les risques, mais ça augmente aussi les effets qui sont cumulatifs de ces commotions-là. C'est pour ça qu'on doit être suivi de façon rigoureuse par un médecin qui va l'évaluer, puis ensuite avoir un programme vraiment comme si on avait une fracture ou un autre type de blessure avant de retourner, savoir qu'effectivement, on a récupéré à 100 d'une commotion cérébrale. Tu parles des risques d'une récidive de commotion cérébrale. Est-ce que tu peux me parler aussi des risques d'une commotion en bas âge? Il doit en avoir des cas où il y a des commotions à 14 ans ou à 15 ans ou à 16 ans. Est-ce qu'il y a des données qui existent sur les conséquences que ça peut avoir à cet âge-là? Tu sais, les commotions, peu importe l'âge, il y a des conséquences, mais c'est vrai que lorsqu'on est jeune, on a plein de choses qui vont se développer à l'adolescence. Donc, on a notre personnalité va se forger, notre identité. Et souvent, lorsque les jeunes vont avoir une commotion cérébrale, on va voir leur caractère changer. Ils vont être des fois plus maussades, ils vont être plus irrités, ils vont souvent avoir certaines pertes au niveau, ça dépend à quel endroit la commotion a lieu, mais on voit des jeunes qui sont inquiets par ça. Et cette inquiétude-là peut créer de l'anxiété chez certains. Puis effectivement, on se doit de protéger le plus possible nos jeunes. Et c'est pas seulement l'équipement en tant que tel, même si on a un bon casque, ça, c'est des choses qui aident, mais c'est vraiment parce que c'est impossible de faire en sorte que si la tête elle est secouée fortement, mais c'est sûr que le cerveau, lui, va bouger puis va avoir des conséquences où il va frapper, justement, comme je disais tantôt. Sylvain Guimond, auteur de plusieurs livres en psychologie du sport, c'est un plaisir de te recevoir à chaque année, un privilège vraiment. Merci d'avoir partagé, témoigné avec les gens à la maison. Ça a vraiment été, encore une fois, super plaisant cette année. C'est vraiment un privilège de travailler avec quelqu'un d'aussi professionnel que toi. Merci beaucoup, Sylvain, puis on se revoit l'année prochaine. Merci. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour et bienvenue à la capsule sur l'équipement sportif. Et cette semaine, on va plonger dans le monde des gardiens. Quelqu'un qui a un équipement particulier à sa position, vous l'avez vu, on s'en va dans le monde des jambières. Pour ce faire, on a avec nous un grand savant, Éric, le spécialiste du Trio Hockey. Qu'est-ce que tu as entre les mains? C'est un sujet assez intéressant cette semaine. Les gardiens de but, qu'on sait que sont souvent des êtres spéciaux, mais ils ont vraiment des bonnes raisons, parce que l'équipement est tellement de toute beauté et vraiment fait pour eux, selon leurs besoins. Puis en magasin, on a vraiment une panoplie de sélection pour eux. C'est vraiment, dans certains de nos magasins, le paradis du gardien, si on peut appeler ça, des murs comme qu'il y en a en arrière de nous, avec des tonnes de jambières. Puis on commence cette semaine avec la Bauer Vapor Hyperlight, qui est vraiment le tout nouveau de Bauer. La dernière technologie, donc, s'il y a du Core-Tech qui est pour les rebonds, fait un effet assez spécial qui souvent peut repousser le rebond plus loin pour les retours. C'est vraiment une jambière de très haute qualité. Et
pour ce qui est du reste aussi, quand on parle de la jambière maintenant, au niveau de la technologie, tu as parlé en avant pour ce qui est des retours, mais pour ce qui est de juste être capable de l'attacher comme il faut, ou même attacher au patin, parce que je me rappelle une époque où c'était les lacets, puis faire plusieurs nœuds pour que ça tienne. Est-ce que ça a évolué, ça aussi? Non, c'est vraiment plus simple. D'année en année, avec les nouveautés, les fournisseurs comme Bauer ici, s'il y a vraiment juste 3 sangles en arrière, ça prend quelques secondes pour enfiler sa jambière. Puis en plus, pour l'attache patin est de plus en plus simple, surtout flexible. Quand tu fais des poussées latérales, des choses du genre, tout est vraiment plus simple, bien pensé. Surtout, le poids est de plus en plus léger pour les gardiens. On a reconnu ici la Bauer, mais on a ici aussi une CCM. Qu'est-ce que tu peux dire sur cette jambière? Bien, c'est vraiment un modèle, le modèle qu'on peut dire qui a redéfini l'équipement pour les gardiens de but il y a quelques années avec la première série Extreme Flex. Là, on est rendu à la 5e génération, qui est vraiment un jambière pour les joueurs, plus un style papillon, plus flexible, mais qui est encore aujourd'hui le modèle le plus populaire en magasin. Donc, c'est important pour un gardien, quand il vient en magasin pour choisir, c'est pas juste selon la couleur ou le style, c'est d'y aller avec son style de lui de gardien. Tout à fait. Il y a un jambière fait pour chaque style de gardien. Ah, très intéressant. Et il n'y a pas juste les grands, hein, parce que moi, je m'occupe du novice présentement et ça commence. On commence à voir des gardiens. Est-ce que c'est une bonne chose de venir en magasin pour regarder puis apprendre à connaître ce qu'on a besoin? Oui, tout à fait. Puis il y a beaucoup d'options. Ici, on a une jambière Warrior, la RG T2, qui est vraiment une jambière super populaire pour les jeunes gardiens. Encore une fois, comme un adulte, c'est important de prendre le temps d'avoir le bon ajustement. Pas nécessairement acheter une jambière trop grande qui va durer 2, 3, 4 ans qu'on pense. Avoir la bonne grandeur, c'est vraiment, vraiment important, peu importe l'âge. Et quand on parle de gardien, à mes yeux, tout de suite, je pense là, au fait de personnaliser l'équipement. C'est tellement important. Tu as un nouvel uniforme, une nouvelle saison, tu veux personnaliser pour que ça ait un beau style. Je sais que tu en as énormément sur les tablettes, mais est-ce qu'on peut partir d'une jambière sur une tablette puis vraiment la personnaliser pour le gardien? Oui, tout à fait. Puis je te dirais, c'est probablement l'aspect la plus intéressant de l'équipement de gardien. Chose qu'avec l'équipement de joueur, c'est un petit peu plus compliqué à faire. Donc vraiment, peu importe le modèle haut de gamme de n'importe quel fournisseur, que ce soit True, fait par le Five ici à Terrebonne, Bauer, CCM, Vaughn et Bryans. Donc, tu peux choisir le modèle de jambière haut de gamme, choisis tes couleurs. Il y a plein d'options intéressantes. Sur certaines, tu peux même faire écrire ton nom de famille, des choses comme ça. C'est vraiment, vraiment cool ce qu'on fait pour les gardiens. Quand je regarde autour de moi, c'est tellement impressionnant la sélection. Fait que prenez un avant-midi puis venez voir ça vaut la peine. Puis la semaine prochaine, on va tomber dans une autre particularité de la position de gardien de but dans le monde des patins. À la prochaine. Donc, écoute, j'ai vu quand même une progression intéressante. Surtout, j'ai vu quelques joueuses là, améliorer leur tir du début à la fin de la séance. Vraiment, bravo, Katia, c'est vraiment très, très bien. Oui, tout à fait. Et la semaine prochaine, Dany, on retourne voir pour une dernière fois cette saison les gens de Deck Hockey Montérégie qu'on a appris à connaître cette saison et qui ont ouvert un nouveau centre intérieur à Longueuil pour profiter de leur sport 12 mois par année, le hockey, le Deck Hockey. Alors, on va aller faire un petit tour pour découvrir ce centre-là la semaine prochaine. De ton côté? De mon côté, je vais être sur la glace avec Mathieu Gravel. Manquez pas ça. Hockey le Magazine vous a été présenté par le trio Hockey Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey, en collaboration avec l'Académie CCM. À fond avec l'Académie CCM et le Capto 2, hygiène du sport. Capto 2, passe à l'action.